Oui, très bonne remarque effectivement, j'avais oublié de lancer l'enregistrement. C'est pas grave, je n'avais encore rien dit d'intéressant. Je reprends donc oui, ce qu'on a vu la semaine dernière, résumé en quelques phrases, c'est la plupart du contenu qu'on trouve sur internet, c'est du contenu protégé par le droit d'auteur. Il y a des conditions qui sont indifférentes à la protection. Le droit d'auteur, ça protège les œuvres de l'esprit, c'est-à-dire des créations de formes sensibles, donc perceptibles par les sens qui sont originales, avec cette espèce de double définition de l'originalité qu'on a vue, une subjective et une objective. La définition objective de l'originalité s'appliquant principalement, et même exclusivement en réalité, au logiciel. Et on avait également vu que le droit d'auteur ne protégeait pas les idées brutes, les méthodes scientifiques, le savoir-faire. Et on reviendra en partie sur cette idée que le droit d'auteur ne protège pas les idées brutes quand on parlera de droit des médias et du statut du journaliste, puisque les journalistes, leur but, c'est de recueillir l'information et de transmettre l'information. Et pourtant, le travail du journaliste est protégé par le droit d'auteur. Alors, on s'était arrêté, il me semble, la semaine dernière sur la question des prérogatives de l'auteur. On avait en fait, on était arrivé à ce point-là, sur le droit patrimonial de l'auteur. Et donc cette semaine, on va reprendre à cet endroit-là. On va voir quels sont les droits patrimoniaux de l'auteur, quel est le droit moral de l'auteur et j'espère, on va avoir le temps de parler un petit peu plus en détail aussi, de la question de la titularité des droits. Comment ça fonctionne quand on a un auteur qui crée quelque chose tout seul dans son coin? Qu'est-ce qui se passe quand, on a plusieurs auteurs qui collaborent à la création d'une seule et même œuvre? Comment se répartissent les droits? Mais aussi, le cas de l'auteur salarié, comme c'est le cas par exemple pour le droit d'auteur pour, les journalistes. Et enfin, mais je pense qu'on n'aura pas du tout le temps de traiter ça cette semaine, vu qu'avec ouais, je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. En théorie, on va aussi parler des exceptions au droit d'auteur, c'est-à-dire, en fait, toutes les situations où les prérogatives de l'auteur ne s'appliquent pas à la faveur, plutôt des utilisateurs. Comment le droit d'auteur, en fait, s'auto-limite pour permettre un équilibre, entre les prérogatives de l'auteur et le bénéfice de la société tout entière et des utilisateurs qui regardent ou qui écoutent, l'œuvre. Donc, on va commencer par le droit patrimonial. Alors, déjà, on va commencer par citer un peu par dire ce qui est un petit peu évident. Le droit d'auteur, c'est un droit de propriété intellectuelle. Et rien que dans le nom, on comprend que le droit d'auteur, c'est un droit de propriété. C'est un droit de propriété de l'auteur pardon, sur son œuvre. Et son œuvre, c'est quoi? C'est un bien incorporel qu'il faut distinguer du support matériel de l'œuvre. Et on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va surtout s'intéresser aux prérogatives de l'auteur. Globalement, le droit d'auteur, on va séparer les prérogatives accordées à l'auteur en deux catégories. D'un côté, les droits patrimoniaux et de l'autre côté, les droits moraux ou le droit moral, si jamais on veut. Voilà, c'est un peu des débats doctrinaux qui vous intéressent pas plus que ça. Retenez qu'on peut dire les droits moraux, ça marche très bien, ou on peut dire aussi le droit moral, ça marche très bien. Alors, le droit patrimonial, les droits patrimoniaux, ce sont les droits qui sont liés à l'argent. Le patrimoine, c'est ce qui vaut de l'argent. Donc, les droits patrimoniaux, ce sont les droits qui sont liés à l'exploitation de la création. Et ces droits patrimoniaux, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la semaine dernière, je vous ai parlé de ces fameux décrets post-révolutionnaires de 1791 et de 1793. Et ce sont ces deux décrets donc, qui instauraient les droits patrimoniaux, qui sont le droit de reproduction et le droit de représentation. Alors ces droits de reproduction et de représentation, ils ont une durée temporaire, ils sont limités dans le temps. Globalement, ils ont une durée, c'est marqué, de 70 ans post-mortem. Ça veut dire qu'ils durent jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Ce qui signifie donc en réalité que plus l'auteur vit longtemps, plus l'œuvre va être protégée longtemps, puisque les droits sont aussi, enfin l'œuvre est aussi protégée pendant toute la vie de l'auteur. Donc si jamais quelqu'un meurt à 50 ans, ça sera 70 ans après sa mort à 50 ans. Mais si jamais... Alors attendez, il y a une question ou chez les participants? Oui, s'il y a une question, n'hésitez pas, hein, ce que je vous ah, je vous l'ai peut-être pas dit, Est-ce que mais tu m'entends pas? si pardon, attendez, je vais monter le son, je vous entends pas très bien. Oui? Ok.
Représentation, qui sont normalement les droits qu'on a vus la semaine dernière. Oui et donc ce que je voulais dire aussi, alors voilà, c'est hésitez pas alors effectivement vous êtes pour l'instant assez nombreux dans le chat, mais bon, de ce que j'ai vu la semaine dernière, ça va disparaître à la pause. Hésitez pas à ne pas lever la main en fait, à parler, à prendre la parole, au moment où vous avez une question ou au moment où je termine une phrase, parce que, je vois pas forcément les mains levées dans le truc Teams. Donc, si jamais vous vous rendez compte que je mets plus de 5 minutes à voir que vous avez, appuyé sur le bouton «lever la main», n'hésitez pas à prendre la parole directement. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, bref. Je reprends, donc je vous disais, durée 70 ans après la mort de l'auteur. Passé ce délai, en fait, l'œuvre de l'esprit, elle devient une chose commune. Elle passe dans le domaine public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle peut être utilisée librement par toute personne. Absolument n'importe qui peut utiliser cette œuvre-là sans payer. Et en fait, cette durée de 70 ans, post-mortem, elle permet de protéger l'auteur et ses héritiers pendant à peu près 2 générations et de concilier cette récompense du travail fourni, du sacrifice. C'était l'image que je vous donnais de l'Horcrux au premier cours et donc elle permet de récompenser ce sacrifice pour l'auteur et également pour 2 générations après lui, après quoi on considère que ça appartient à tout le monde et donc on essaye de, faire bénéficier l'ensemble de la société et donc de mettre en balance avec l'intérêt général. Et donc, normalement jusque-là c'est à peu près clair, donc je vous disais droit de reproduction et droit de représentation. Et en fait, à travers ces 2 prérogatives, le titulaire du droit d'auteur, généralement l'auteur, dispose d'un pouvoir quasi absolu sur le sort de sa création. Et le monopole de cet auteur, il est ainsi conçu de façon synthétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers le droit de reproduction et le droit de représentation, tous les actes possibles par rapport à l'exploitation d'une œuvre sont comprises dans ces 2 prérogatives. Et cette approche synthétique, on l'oppose au système de copyright. Et dans le système de copyright, on a ce qu'on appelle un système analytique. Ça veut dire que dans la loi relative aux droits d'auteur, vous avez listé tous les actes que peut autoriser ou interdire le titulaire du droit d'auteur. Et si jamais il y a un acte qui n'est pas compris dans cette liste, c'est l'acte en question est donc en dehors du monopole et ça veut dire que cette utilisation-là de l'œuvre est autorisée par la loi et que l'auteur ne peut pas s'y opposer. Alors, hop, oui, je crois que j'ai fait le tour de ce slide-là. Non, pas encore. Alors, petite précision, le droit d'auteur, comme tous les droits, y compris, les droits les plus fondamentaux comme la liberté d'expression, c'est un droit qui est susceptible d'abus. Et quand on abuse du droit d'auteur, il est possible, pour les personnes qui en sont victimes, de saisir des juridictions. Et c'était le cas notamment dans un arrêt, l'arrêt McGill, MAGILL, de 1988, où en gros, il y avait un titulaire du droit d'auteur qui, à travers son monopole, sur sa création, essayait d'empêcher le développement, hem, pardon, essayait d'empêcher le développement de concurrents dans un domaine similaire. C'était une société qui avait des droits d'auteur sur un magazine télé, sur, un magazine sur, je sais plus comment ça s'appelle les magazines télé, programme télé, voilà, sur un truc de programme télé et il disait: «Bah, voilà, nous on a protégé l'organisation comme ça et donc tous les autres magazines qui essaieraient de montrer, l'organisation des programmes télé de la même façon seraient, en train de faire de la contrefaçon» et donc ils empêchaient complètement le développement de la concurrence. Et dans cet arrêt McGill de 1988, la Cour de justice des communautés européennes a expliqué que ça, c'était un abus de droit et que dans une situation pareille, il était obligé de céder des licences aux autres personnes. Alors, est-ce que c'est à peu près clair ou pas? Déjà, est-ce que vous voyez ce que c'est la CJCE? D'accord. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est que la CJUE? Exactement. Et ben, en fait, la CJCE, c'est son ancêtre. À l'époque où l'Union européenne s'appelait pas l'Union européenne, et ben, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, elle s'appelait pas la Cour de justice de l'Union européenne, elle s'appelait la Cour de justice de la Communauté européenne. CJCE. Voilà, c'est juste ça.
Ça, c'est vraiment un point de détail, tout bête, mais c'est bon pour votre culture. Ensuite, est-ce que vous voulez que j'essaye de réexpliquer cet arrêt McGill? Après, c'est pas très important, hein, l'arrêt McGill en lui-même. Si vous deviez retenir qu'une seule chose, c'est le droit d'auteur, c'est un droit susceptible d'abus et s'il y a un abus, on peut sanctionner l'utilisation du droit d'auteur. Voilà, si jamais, vous n'avez pas compris le détail parce que je m'exprime pas clairement ou que ça vous paraît obscur, ou les 2, voilà, ne retenez que ça. D'accord? Sanction. Alors, dernier élément du slide, que j'avais failli passer, à la trappe, c'est la distinction entre le support matériel et la propriété incorporelle. Alors ça veut dire quoi? Eh ben, en fait, il faut lire tout simplement l'article L 111-3 du code de la propriété intellectuelle, qui vous dit que la propriété incorporelle, définie par l'article L 111-1, bref, la propriété incorporelle, le droit d'auteur, est indépendante de la propriété de l'objet matériel. Ça veut dire quoi? Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a? Quel boomer. Où est-ce que j'en étais? J'en étais à, voilà, distinction entre support et œuvre. Excusez-moi pour le petit temps de latence qu'il y a eu. Bref, je disais, article L 111-3 du code de la propriété intellectuelle qui vous dit: «La propriété incorporelle, définie par l'article L 111-1, donc le seul truc à retenir, c'est le droit d'auteur, est indépendante de la propriété de l'objet matériel». Alors comme ça peut paraître un petit peu compliqué, mais en vrai, une fois qu'on a deux trois exemples, on comprend assez bien. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est celui d'un peintre. Un peintre qui peint un tableau, il a fait son tableau, c'est magnifique, il a fait donc une œuvre de l'esprit, qui a un support, le tableau qu'il a peint, et il a des droits sur l'œuvre incorporelle. Mais par contre, une fois qu'il vend son support, la personne qui a acheté le tableau est propriétaire du tableau. Elle en fait ce qu'elle veut, mais elle n'a pas le droit de le reproduire, elle n'a pas le droit de le diffuser comme elle l'entend, puisqu'elle n'est pas propriétaire des droits de propriété incorporelle, elle n'est pas propriétaire du droit d'auteur. Autre exemple, et je pense que ce deuxième exemple est beaucoup plus simple à comprendre, un architecte, quand il fait le plan d'une maison, le plan qu'il fait, c'est un travail intellectuel, c'est une œuvre de l'esprit, dans une grande majorité des cas. L'architecte, une fois qu'il a fini son plan, que la maison ou l'immeuble est construit, il ne devient pas automatiquement propriétaire du truc qui a été construit. Il est propriétaire de son plan, il est propriétaire de l'aspect qui a été mis en place. Ça veut dire que si jamais quelqu'un veut créer une deuxième maison ou un deuxième immeuble qui reprend exactement trait pour trait ce que lui, il a créé, il faudra qu'il lui demande l'autorisation. Mais l'architecte, une fois qu'il a fini de construire la maison, il repart pas avec les clés, parce qu'il n'est pas propriétaire du support. Et donc, c'est cette distinction entre le support et la propriété incorporelle qui fait toute la définition, toute l'essence de la propriété, du droit d'auteur. Parce que si on ne distinguait pas le support de la propriété incorporelle, de l'œuvre en elle-même, eh bien dans ce cas-là, il n'y aurait pas de droit d'auteur. On aurait une œuvre qui serait créée à chaque fois et auteur propriétaire ou alors auteur complètement oublié. Vous comprenez? Ok, super. Donc, on va pouvoir passer au droit de reproduction. Alors, le droit de reproduction, il est défini à l'article L 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui vous dit que c'est la fixation matérielle de l'œuvre par tout procédé, qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Et l'article il continue ensuite en vous donnant toute une liste d'exemples non exhaustifs de ce qui constitue des actes de reproduction. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit de reproduction, il a une très grosse capacité d'adaptation. Il a pu intégrer sans problème, alors qu'il date de 1791, il a pu intégrer sans problème la photographie, la cinématographie, les phonogrammes et, heu, plus intéressant dans notre cours quand même, au numérique. Et en fait, c'est exactement la même chose pour le droit de représentation qui a été capable aussi de s'adapter au numérique et donc de garder à travers un concept qui date, de la Révolution, d'intégrer
de nouveaux actes de reproduction et de représentation dans la définition. Et c'est pour ça que je vous expliquais que c'est une conception synthétique qui... Le droit de reproduction, il date de quand? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, droit de reproduction, droit de représentation, c'est... Alors, je crois que reproduction, c'est 1791 et représentation, c'est 1793. Ce sont les deux décrets-lois dont je vous parlais. Et en fait, il a été capable de s'adapter au numérique puisque la numérisation d'une œuvre est un acte de reproduction. La reproduction, la copie d'un support numérique sur un autre, c'est un acte de reproduction. Et c'est pareil quand vous faites une capture d'écran, quand vous enregistrez une image, des images trouvées sur Internet, ou des vidéos, ou de la musique, tout ça, tout ce que vous faites, ce sont des actes de reproduction qui, la plupart du temps, mettent en œuvre le droit d'auteur. Et puisque ça met en œuvre le droit d'auteur, en théorie, vous devriez demander l'autorisation du titulaire des droits avant de le faire. Bon, on sait bien que absolument personne ne le fait, mais en théorie, il faudrait. Idem, lorsque vous êtes à un concert et que, plutôt que de profiter de l'instant où vous sortez votre téléphone pour filmer le truc qui se passe, ça, ce que vous faites, c'est de la reproduction et vous mettez en œuvre le droit d'auteur et même les droits voisins, mais ça on en parlera dans 1 ou 2 semaines, je sais plus, des musiciens qui jouent sur scène. Et en théorie, vous n'avez pas le droit. Et encore plus récemment, alors c'est à moitié numérique, à moitié pas numérique, mais l'impression 3D, en théorie, ça relève également du droit de reproduction et donc ça met en œuvre le droit d'auteur. Alors, est-ce que ce que je viens de dire, c'est à peu près clair? Parce que bon, je préfère être sûr qu'on a les bases pour que je puisse avancer. Yes, yes, OK. Super. Alors, on va essayer de définir plusieurs éléments, parce que la définition que je vous ai donnée de l'article L122-3, elle est quand même un petit peu lourde. Je vous ai donné des exemples pour essayer de comprendre, mais on va aller un petit peu plus dans le détail. Alors, tout d'abord, la notion de fixation matérielle. La fixation matérielle, c'est quoi? C'est la reproduction de l'œuvre sur un support qui peut être physique ou non. Alors, c'est une distinction qui est un peu foireuse à mon sens, mais c'est la distinction que tout le monde retient, donc je vais essayer de vous l'expliquer. La distinction entre un support physique et un support pas physique, ça va être la distinction entre un CD. Voilà, si jamais il y a fort longtemps, existaient des CD, maintenant on est de nouveau au retour des vinyles. Par exemple, sur Instagram, dans les stories, il peut y avoir des musiques proposées directement par les plateformes. Est-ce que Insta paye les auteurs? Normalement, oui. C'est une très bonne question. Normalement, ils le font. Parce que Instagram, ça reste de mémoire, hein, Instagram, ça a été racheté par Facebook. Donc ils se démerdent pour avoir les droits. Mais ce qui se passe en fait dans ce genre de situation, le plus généralement possible, c'est que plutôt que de demander à chaque artiste de façon individuelle, ils passent par ce qu'on appelle des sociétés de gestion collective. Les artistes, alors il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions, mais vous savez, la musique, quand ça passe à la radio ou un peu n'importe où, ou sur Deezer ou sur Spotify. Alors, je sais pas à qui il est ce micro, mais voilà, merci de l'avoir coupé. J'avais l'impression qu'il y avait un train à prendre ou quelque chose comme ça, enfin bref. En gros, les artistes, ils ne négocient pas individuellement avec toutes les personnes qui veulent utiliser leur musique. Et encore moins avec toutes les radios. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils passent par une société de gestion collective qui s'appelle la SACEM, et c'est la SACEM qui va gérer avec toutes les stations de radio, avec les entreprises, qui va récupérer tout l'argent et qui ensuite va le redistribuer à tout le monde. Après, en théorie, il est aussi possible... Non, c'est pour la musique. La SACEM, c'est pour la musique. On a des équivalents pour plein de trucs, il me semble que, alors, de mémoire, on a aussi la SACD, je crois. Enfin, on a plein, en fait, on a plein de sociétés de gestion collective, mais d'ailleurs, la SACEM, il n'y a pas qu'elle, hein, il y en a d'autres. Il y a aussi il y a la Spedidam, enfin, il y en a un sacré paquet. Plutôt que de retenir les noms,
enfin si, la SACEM, c'est bien de retenir le nom parce que tout le monde devrait connaître au moins celui-là, mais retenez qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des sociétés de gestion collective. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc j'expliquais Instagram. Instagram, c'est bon, j'ai répondu à la question? Excusez-moi, je me suis perdu dans mes explications, donc en théorie, ils ont les droits et s'ils les ont pas, en fait, s'ils avaient pas les droits, ça finirait comme Twitch ou YouTube où, toutes les personnes qui l'utilisent se prendraient des strikes et des suppressions de comptes. Voilà. Bref, fixation matérielle, je vous disais, support qu'il soit matériel ou non, donc que ce soit un vinyle ou sur le cloud, on considère que c'est une fixation matérielle. Et pourquoi cette distinction, elle a aucun sens? Tout simplement parce que finalement, quand, vous mettez quelque chose sur le cloud, il y a bien un disque dur. C'est stocké sur un disque dur et votre disque dur, c'est un support tout aussi matériel, tout aussi palpable que votre vinyle ou votre CD. Donc cette distinction, ce critère de distinction, il est pas enfin, OK, c'est extrêmement prétentieux ce que je vais dire, mais il est pas sérieux. Il tient pas. La dématérialisation, c'est du vent. Tout est encore matériel. Deuxième élément, la communication au public doit se faire de manière indirecte. Et pourquoi elle est indirecte? Eh bien, parce qu'elle passe par un support. Elle passe par le CD, elle passe par, votre ordinateur, elle passe par votre MP3 et cetera et cetera. Et l'article L122-3 n'exige pas une communication effective au public de l'œuvre qui vient d'être reproduite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit que l'œuvre soit susceptible d'être communiquée au public pour qu'on mette en œuvre le droit de reproduction. En gros, vous copiez votre musique sur un CD, c'est pas parce que vous diffusez pas le CD qu'il n'y a pas mise en œuvre du droit de reproduction. C'est juste que le CD, c'est susceptible de communiquer l'œuvre au public. Et donc, c'est pour ça que la Cour de justice de l'Union européenne, donc CJUE, le 16 juillet 2009, elle vous explique que les reproductions doivent être aptes, les reproductions doivent être aptes à transmettre au lecteur l'originalité d'une publication. Donc, les reproductions doivent être aptes à transmettre au lecteur l'originalité d'une publication, telle qu'un article de presse, parce que l'affaire en question était relative à un article de presse, mais ça marche pour les autres hypothèses, en lui communiquant un élément qui, en soi, est l'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur. Alors, je vais peut-être répéter une dernière fois. Donc, les reproductions doivent être aptes à transmettre au lecteur l'originalité d'une publication, telle qu'un article de presse, en lui communiquant un élément qui, en soi, est l'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur. Donc, de ce petit extrait de décision de la Cour de justice de l'Union européenne, alors très petits extraits, parce qu'en général, les décisions de la CJUE elles font 40 pages, mais cet extrait, il y a deux éléments qui sont intéressants. Le premier, c'est celui pour la. Je ne sais plus parler français. C'est la raison pour laquelle vous en ai parlé dans un premier temps, c'est la potentialité de retransmission. La potentialité de communication au public est suffisante. Puisque, en gros, il faut que les reproductions soient aptes à transmettre, et pas juste qu'elles transmettent. Donc c'est une potentialité. Et le deuxième élément, et ça renvoie à quelque chose que je vous disais au premier cours, c'est que il faut que ce qui soit transmissible, ce soit quelque chose d'original. Et je vous parlais d'une œuvre où toutes les parties ne seraient pas originales. Eh bien, si jamais il y a une partie non originale de l'œuvre qui est reproduite, cette partie non originale n'est pas soumise au droit d'auteur. Alors ça, c'est une bonne question, enfin c'est une bonne observation. La question des samples, elle est extrêmement difficile, puisque l'œuvre première, on est bien d'accord, elle était originale. Sinon, c'est pas une œuvre de l'esprit si elle n'est pas originale. Le fait de reprendre un morceau, de faire des samples, il y a
Il y a eu pas mal de débats, au niveau de la jurisprudence et de la doctrine, mais on considère généralement, hem, comment je vais essayer d'expliquer ça? En gros, si jamais vous modifiez votre sample de telle façon à ce qu'on ne puisse plus reconnaître la version d'origine et dans la mesure où, et c'est ce que je vous disais, l'originalité, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur ou, les apports libres et créatifs, mais, on va retenir l'empreinte de la personnalité de l'auteur dans cette hypothèse-là. Si jamais on ne reconnaît plus le morceau primaire, le morceau qui a été samplé, ça veut dire qu'on ne reconnaît plus l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Et si on ne reconnaît plus l'empreinte de la personnalité de l'auteur de l'œuvre première, alors il ne peut pas agir contre la personne qui l'a samplé. Par contre, si jamais le sample, c'est plus du sample, mais c'est carrément je te pompe toute ta ligne de basse sur 18 mesures, là, on n'est pas vraiment sur du sample, on est sur de la contrefaçon. Et la personne qui a été samplée dans cette hypothèse peut agir. D'accord? Et alors après, ça relève aussi du droit de la musique. Le droit de la musique, c'est une spécificité du droit d'auteur et on distingue plusieurs éléments constitutifs au sein du droit de la musique avec, le rythme, machin, bref. Ça va devenir un petit peu compliqué, mais retenez juste que si jamais on ne peut pas reconnaître d'où ça vient, dans tous les cas, il y a plus d'empreinte de la personnalité de l'auteur de l'œuvre première et donc il ne peut plus agir. Et même si jamais on le reconnaît, pour qu'il puisse agir, ça veut dire que le morceau qui a été le petit sample qui a été pris, ce soit un morceau, un bout de la chanson qui soit original. D'accord? Est-ce que ça répond à votre question? Super. Alors, donc la communication indirecte, on vient d'en parler et dernier élément, donc la méthode de reproduction n'a pas d'importance. Hem, c'est écrit à la fois dans l'article L 122-3 dont je vous parlais, mais également dans la directive 2001-29. Les deux définitions légales, enfin légale et supranationale, mais ça reste une définition légale, vous dit que la reproduction, elle peut se faire par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Donc pour mettre en œuvre le droit de reproduction, peu importe la méthode de reproduction, puisque est soumise au monopole du droit d'auteur une reproduction par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Ensuite, et enfin plutôt, on va dire, la durée de la reproduction n'a pas d'importance non plus. Les reproductions, elles peuvent être temporaires, provisoires, en particulier, quand on pense, au contenu numérique, elles sont en principe soumises au droit de reproduction. Et on verra en fait que ça, il y a une exception, on verra ça la semaine prochaine, l'exception qu'on appelle, de copie cache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous l'explique, je vous le résume très simplement maintenant, mais on le verra un peu plus en détail la semaine prochaine. Ça veut dire que quand vous regardez une vidéo sur YouTube, la vidéo, elle est transférée sur votre téléphone ou sur votre ordinateur ou sur votre télé, peu importe sur quoi vous regardez, YouTube, mais et ça se voit par la barre de chargement, en bas. Et il y a le truc rouge, c'est la barre de lecture et puis vous avez un truc gris qui avance normalement plus rapidement que le truc rouge, et ça, c'est le contenu de la vidéo qui est stocké de façon temporaire sur votre ordinateur et cet élément-là n'est pas protégeable par le droit d'auteur, ce qu'on appelle une copie cache. C'est une copie qui n'existe que pour permettre le bon fonctionnement d'une application. Alors, on va passer au deuxième droit patrimonial qui est le droit de représentation. Alors, le droit de représentation, lui, il est défini à l'article L 122-2 du Code de la propriété intellectuelle qui vous dit que c'est la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque. Et il continue de la même façon que le droit de reproduction en vous donnant une liste d'actes qui sont susceptibles d'être des actes de représentation. Et même technique, hein, avec des notamment, des tout procédés, etc. Euh, Ce sont des définitions évolutives, et c'est ce que je vous disais pour le droit de reproduction, et c'est aussi vrai pour le droit de représentation. C'est tellement évolutif que même maintenant, on utilise toujours ce concept qui date d'il y a 200 ans, 250 ans. 240 ans, bref, plus de 200 ans. Alors, le droit de représentation,
admet que la communication au public, elle puisse être directe ou indirecte. La communication au public directe, c'est par exemple le théâtre, puisque quand vous êtes au théâtre, la représentation d'une pièce de théâtre, elle passe pas par un support. Vous n'êtes pas devant votre télé, vous êtes sur scène. Et elle peut également, le droit de représentation, il peut également fonctionner, se mettre en œuvre avec une communication indirecte lorsqu'elle est réalisée à travers un procédé technique, c'est ce que je vous disais. Sachant que, alors, je crois que je vous ai mis le droit de communication au public du mauvais côté. Le droit de communication au public, en fait, c'est la définition de l'Union européenne et enfin, c'est même pas que je vous l'ai mis du mauvais côté, c'est juste que le droit de communication au public, c'est un mix entre le droit de reproduction et le droit de représentation. Et cette notion de communication au public, elle doit être entendue de façon extrêmement large. Alors, le problème, c'est que ces deux concepts, droit de reproduction et droit de représentation, normalement, avec les définitions que je vous ai données, vous vous êtes rendu compte qu'il y a deux trucs qui se recoupent un petit peu, puisque dans les deux cas, on parle de communication de l'œuvre au public, avec le droit de reproduction qui se fait exclusivement de façon indirecte, et l'autre qui peut être le droit de représentation avec une communication au public qui peut être directe ou indirecte, et par tout procédé. Et en fait, dans le domaine du numérique, la communication, elle est avant tout indirecte. Et le problème, c'est que cette communication au public, en fait, et dans le domaine du numérique, les actes mélangent toujours la représentation et la reproduction. Du coup, ce que je vous disais à base de «Ouah, c'est fantastique, ces 2 droits, ils ont super bien évolué», c'est à peu près vrai, puisque ce sont 2 prérogatives qui existent toujours, mais l'arrivée du numérique a fait que, en fait, ces 2 prérogatives, on les a gardées, mais elles sont, dès lors qu'on traite d'internet et de supports numériques, elles sont mélangées. Et généralement, la plupart des actes que vous allez voir en ligne sont des actes qui vont mettre à la fois en œuvre le droit de reproduction et le droit de représentation. Et on a de moins en moins de cas d'école où on ne va avoir que du droit de représentation. En tout cas, du droit de représentation, surtout de communication directe de l'œuvre au public. Bien, alors, je vous ai marqué dans le PowerPoint cette idée de communication au public. La notion de public, c'est encore une fois une notion qui est assez vague, puisque un public, c'est quoi? C'est 5 personnes, 20 personnes, 50 personnes, 2000 personnes, on ne sait pas. Et la Cour de justice de l'Union européenne a apporté une réponse extrêmement précise dans un arrêt rendu le 27 février 2014 concernant cette notion de public, puisque, et je cite, celui-ci vise un nombre indéterminé et assez important de personnes. Voilà. Donc, on ne sait toujours pas à partir de quand on considère qu'il y a vraiment un public. Donc, je répète, hein, c'est un nombre indéterminé et assez important de personnes. Il faut se débrouiller avec ça et en fait, il faut lire aussi, bon, ce que je vous invite pas à faire parce que je vais vous expliquer plus ou moins comment ça marche. Mais pour comprendre comment ça marche, en fait, il faut que ce soit des personnes qui entrent en contact avec l'œuvre, que ce soit de façon réelle ou de façon potentielle. D'accord? Donc soit ce sont vraiment des gens qui rentrent en contact avec l'œuvre, qui ont accès à l'œuvre ou des gens qui sont susceptibles d'avoir accès à l'œuvre. De façon simultanée ou parallèle ou, alors attendez, simultanée, parallèle ou successive. En général, quand on parle d'accès, parallèle à l'œuvre, ça va être plutôt ce qui relève du numérique. Parce que vous avez, tout plein de personnes depuis chez eux qui peuvent avoir accès à un même contenu sans être, dans la même pièce. Contrairement par exemple au Louvre, si vous voulez aller voir Mona Lisa, il faut faire la queue. Voilà, donc là c'est successif. Et en fait le problème de ça, hem le problème de la communication au public, c'est qu'il y a plein d'endroits où il y a de la communication au public qui se fait. En particulier, dans les hôtels et les restaurants, c'est quand même assez fréquent, dans les hôtels, les restaurants, même dans les bars, c'est assez fréquent qu'il y ait une télé qui soit allumée, par exemple, qu'il y ait une petite playlist en fond qui tourne. Et la jurisprudence, tant française que de l'Union européenne, a considéré que, l'ensemble des clients d'un hôtel, c'est un public.
Parce qu'ils ont accès, de façon successive, à ce qui peut être diffusé dans le hall d'entrée, par exemple. C'est pas parce que les clients, ils ont chacun une chambre, qu'ils n'ont pas accès à ce qui se passe dans le hall d'entrée ou dans le restaurant de l'hôtel, ce genre de choses. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, le propriétaire de l'hôtel, hein, qui diffuse au public du contenu protégé par le droit d'auteur, il faut qu'il paye. Sinon, c'est de la contrefaçon. C'est de la diffusion sans le consentement des titulaires des droits à un public. Est-ce que ça va jusque-là ou pas? Il y a un autre truc sur lequel on s'attardera, mais je crois que je vais regarder de mon côté, ouais, je crois que c'est la semaine prochaine. La question des hyperliens, mais alors la question des hyperliens, c'est vraiment compliqué. Tout ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que, vous, devant votre ordinateur, vous êtes également un public. Voilà. Petit élément, de précision, il faut savoir que le droit de représentation ne s'épuise pas. Ça veut dire quoi? Alors, en fait, que le droit de représentation ne s'épuise pas, ça veut dire qu'à chacune des représentations qui est faite, le titulaire des droits peut demander une redevance. À chaque fois que l'œuvre est communiquée à un même public, mais par un mode technique différent, ou alors qu'il est communiqué à un nouveau public, il est possible pour le titulaire des droits de demander de l'argent en contrepartie de cette diffusion. Donc le fait que le droit ne s'épuise pas, le droit de représentation ne s'épuise pas, c'est extrêmement important, notamment, et on le verra, au niveau de la cession, enfin de la titularité et surtout de la cession et de la licence des droits d'auteur. Ben, le public, il paye à chaque fois qu'il vient voir sa place, qu'il vient voir la pièce. En fait, oui, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, alors attendez, en fait, je veux être sûr de comprendre votre question. Est-ce que je viens de répondre à votre question ou pas du tout? Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce genre de situation, on est face à un public indéterminé et donc le propriétaire de l'hôtel, il va payer un forfait. Il paye un forfait comme le font les radios, par exemple. Les radios, elles payent un forfait. Elles payent pas, exactement au nombre, en gros, quand une radio diffuse une chanson, ils savent pas combien de personnes exactement les écoutent et la SACEM va pas dire: «Vous aviez, 1 300 224 personnes qui vous ont écouté pendant la chanson, sachant qu'il y en a, à peu près 150 qui en sont partis en milieu et du coup qui n'ont pas entendu la chanson jusqu'au bout, donc ça vous fait un total de». En général, ce qui se passe, c'est que, dans la situation où on a un public indéterminé, la personne qui diffuse, elle paye un forfait. Elle paye une somme d'argent qui est définie, on le verra en fait surtout, en termes de droit voisin. Je vous expliquerai un petit peu comment ça marche, mais pas trop dans le détail. Heu, Si jamais vous diffusez une œuvre qui n'est pas à vous, vous payez une somme, que vous avez convenue avec le titulaire des droits. Mais vous payez pas nécessairement en fonction du nombre de, enfin, ça dépend des conditions de négociation que vous avez avec le titulaire des droits, mais il n'y a pas d'obligation légale pour que la personne qui diffuse l'œuvre, elle paye de façon proportionnelle au nombre de personnes qui ont accès à l'œuvre. D'accord? Surtout, en particulier, quand on ne peut pas savoir le nombre de personnes exactes qui a accès à l'œuvre, comme c'est le cas dans un restaurant ou comme c'est le cas dans une boîte de nuit. OK, super. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, d'accord, oui, si, donc j'en étais à, le droit de représentation ne s'épuise pas, et pour confirmer ça, on a un arrêt de la CJCE, donc qui commence à dater, CJCE 18 mars 1980, qui vous dit que, je cite, d'ailleurs est-ce que je l'ai noté? Non, je l'ai pas noté, c'est pas grave. Dans le PowerPoint, enfin je crois pas. Non, pas encore. OK, c'est pas grave. Donc qui vous dit: «La faculté pour le titulaire des droits la faculté pour le titulaire des droits d'exiger des redevances pour toute représentation d'un film d'exiger des redevances pour toute représentation d'un film fait partie
de la fonction essentielle fait partie de la fonction essentielle du droit d'auteur sur ce genre d'œuvre. Donc, la faculté pour le titulaire des droits d'exiger des redevances pour toute représentation d'un film fait partie de la fonction essentielle du droit d'auteur sur ce genre d'œuvre. Alors je crois que j'ai complètement zappé un des éléments du slide, puisque j'ai marqué dans le slide et j'en ai pas encore parlé que, la communication doit être faite en pleine connaissance des conséquences de son comportement. Et ça en fait, ça va dans le même sens, c'est pour ça que je l'ai pas dit, mais ça va exactement dans le même sens que le cas des hôtels, et des restaurateurs. Ça veut dire que vous devez avoir conscience quand vous diffusez quelque chose qu'il y a un public potentiel. Et un restaurateur, un bar, un coiffeur même ou une boîte de nuit, ils ont bien conscience que quand ils diffusent de la musique, c'est pour qu'elle soit écoutée par un public. Et en fait, ce critère de avoir conscience de son comportement, ça permet aussi d'exclure certaines personnes qui n'ont pas conscience de ce comportement-là. Et il y avait une affaire, alors je j'ai pas la date et elle est pas extrêmement importante, mais où, les titulaires des droits essayaient un petit peu de faire du giga forcing, et voulait faire payer à des gens qui faisaient une agence de location de voitures. Et en fait, bah, dans la location de voiture, quand vous louez une voiture, la plupart du temps, vous avez, au moins une radio. Et du coup, à la radio, bah, on écoute de la musique. Et du coup, il y a les titulaires des droits qui sont arrivés, qui ont fait: «Eh, mais vous louez des voitures, du coup, on peut écouter de la musique avec vos voitures, du coup, payez-nous des redevances». Et là, la cour de justice a dit: «Non, non, parce que, d'une part, l'agence de location de voitures, bah, elle a pas de contrôle sur le fait que oui ou non le public, enfin que les gens qui louent la voiture écoutent de la musique ou pas, et elle a considéré à ce moment-là qu'il n'y avait pas conscience, il n'y avait pas connaissance de la diffusion et de l'écoute de musique par les gens qui louent des voitures. Donc vous voyez, enfin on le voit en tout cas que le droit d'auteur, certes, c'est un sacré gros truc, les droits patrimoniaux, c'est un sacré gros truc, mais il y a quand même une espèce de d'auto-tempérance qui se met en place. Et d'ailleurs, à la fin du cours, j'aurai une question pour vous sur la mise en œuvre du droit de représentation et du droit de reproduction, et je suis extrêmement curieux d'avoir votre réponse. Mais ça attendra donc la fin du cours, enfin la suite du cours. Alors, c'est ce que je vous disais, donc sur ce slide-là, le droit de représentation ne s'épuise pas, et la Cour de justice de l'Union européenne, et la jurisprudence dans son ensemble, a donné l'impression de faire émerger de nouvelles prérogatives, principalement le droit de distribution et le droit de destination. Alors, en fait, il y a des gros débats, au niveau de la doctrine, c'est-à-dire au niveau des profs de droit qui sont, et oui, des profs de droit principalement, qui sont pas d'accord, puisqu'il y en a qui vous disent que ces prérogatives-là, elles rentrent dans le droit de reproduction et le droit de représentation, et il y en a qui vous disent que pas du tout, ça n'a rien à voir, dans les faits, ça change rien, vous pouvez considérer que ça rentre dedans ou que ça rentre pas dedans. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des prérogatives qui relèvent du droit patrimonial. Et le droit de destination, du coup, je vous ai noté la définition, c'est la faculté exclusive que possède l'auteur de réserver à un usage unique, pardon, n'importe quoi, de réserver un usage bien déterminé. Ah, j'arrive plus à lire, excusez-moi, mes lunettes sont plus à ma vue. Voilà, pardon. C'est la faculté donc que possède l'auteur de réserver un bien à une reproduction spécifique. Alors, j'ai pas l'impression que ce que je viens de dire, ce soit beaucoup plus clair que, la définition qui est donnée. En gros, c'est la possibilité pour le titulaire des droits d'interdire certaines formes d'utilisation de l'œuvre. Voilà, je pense que cette définition-là est beaucoup plus claire que la définition officielle. C'est la possibilité d'interdire certaines utilisations spécifiques de l'œuvre, mais donc également d'autoriser certaines utilisations spécifiques contre rémunération. OK. En gros, c'est la possibilité pour le titulaire des droits, donc généralement l'auteur, mais aussi la personne à qui il peut avoir cédé ses droits, d'interdire certaines formes d'utilisation de l'œuvre à tout acquéreur.
Donc la possibilité d'interdire certaines formes d'utilisation de l'œuvre à tout acquéreur, mais donc, puisque c'est une possibilité d'interdire, c'est aussi une possibilité d'autoriser, c'est aussi la possibilité d'autoriser ces usages contre une rémunération. Et un des exemples les plus simples que je peux vous donner, c'est, le cas des discothèques. Globalement, la SACEM, elle vous dit, puisque c'est la SACEM qui gère les droits, mais tout le monde s'est mis d'accord là-dessus. Vous avez dit quoi par rapport au droit de représentation qui ne s'épuise pas? Bah, globalement, ce que j'ai dit, c'est attendez que je l'essaye de résumer. Ça veut dire qu'à chaque nouvelle représentation, le titulaire des droits peut demander une rémunération. Voilà. Donc je ne sais pas si c'était ça exactement votre question, mais en tout cas, c'est à peu près ça que j'ai dit. Enfin, j'en ai dit un peu plus, mais si je devais le résumer en une phrase, ce serait ça. Bref, donc ce que je vous disais sur le droit de destination, vu que c'est la possibilité d'interdire ou d'autoriser certains usages spécifiques d'une œuvre en fonction de la destination, l'exemple le plus simple, c'est euh, la SACEM qui vous dit, les discothèques, si vous voulez diffuser la musique euh, à un public, vous devez payer. Mais normalement, quand je vous dis ça, vous vous rendez bien compte que le droit de destination, il rentre quand même en partie. Quoi? Ah, ok. Ce droit de destination, il est quand même extrêmement lié au droit de représentation et au droit de reproduction. Deuxième droit dont je voulais vous parler, c'est le droit de distribution. Et ce droit de distribution, il s'intéresse. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Yes, je vous écoute. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est un truc, aux États-Unis pendant la campagne présidentielle, ça s'est pas mal fait. Ça s'est pas mal fait parce qu'il y avait plein de groupes qui n'étaient pas spécialement fans de l'ancien président, ce qui me paraît plutôt sensé, mais on n'est pas là pour faire de la politique. Et en fait, dans les campagnes de pub pour Trump, il y avait cette utilisation de la musique. Et ils utilisaient la musique de certains groupes et ils ont dit, ouais, non, non, nous, en fait, on veut pas que vous l'utilisiez. Et ils ont mis en œuvre le droit de destination. Ils disaient, nous, on veut pas que la musique elle soit utilisée à telle finalité. Et ça, c'est aussi un droit qui est extrême, qui est plutôt lié au droit moral. Et on en parlera après la pause. Normalement, je pense qu'on devrait avoir le temps d'en parler après la pause. La volonté, donc c'est un droit récent. Le droit de destination, globalement, si je vous dis pas de bêtises, il date des années 80, je crois. Faudrait que je vérifie, j'ai un doute. Mais oui, c'est un droit récent. Et c'est aussi, en fait, le problème, c'est que c'est donner un nom à quelque chose qui existait déjà, puisque toutes les prérogatives étaient comprises dans toutes les prérogatives étaient comprises dans le droit de reproduction et le droit de représentation, sauf que tous les pays de l'Union européenne n'ont pas cette conception synthétique des droits d'auteur, et vu que l'Union européenne essaie d'harmoniser au maximum le droit d'auteur, il y a des notions qui apparaissent au niveau de l'Union européenne, et on est obligé de voir si oui ou non ces notions correspondent exactement à celles qui existent en droit interne. Mais cette possibilité en fait d'interdire ou d'autoriser une utilisation spécifique, ça rentre, quoi qu'il arrive, comme dans un mélange du droit de représentation et du droit de reproduction. C'est une application spécifique. Mais c'est un droit qui a été consacré récemment, mais qui en réalité, en théorie, existe depuis aussi longtemps que le droit d'auteur, puisque c'est ce que je vous disais, heu, par définition, toutes les prérogatives qui existent, qui sont possibles, existaient déjà dans le droit d'auteur dès le début. C'est clair ou pas? Je suis pas sûr. Si, si, il y a des pouces en l'air. OK, bon, si c'est clair, c'est parfait. Alors, j'en étais où? J'en étais à droit de distribution, c'est ça? Oui, il me semble que c'est ça. Donc le droit de distribution, lui, il s'intéresse plutôt aux conditions de commercialisation du support et non pas aux usages qui peuvent être faits du support une fois qu'il a été acquis. Et donc la distribution, puisqu'elle s'in elle se pardon, elle s'intéresse aux conditions de commercialisation,
Ça veut dire qu'elle implique un transfert de propriété de l'objet. Et puis après, en tout cas c'est ce qu'on pensait au début, le droit de distribution implique un transfert de propriété de l'objet et puis finalement, la Cour de justice de l'Union européenne, elle a changé d'avis et elle a dit: «Non, mais en fait, le droit de distribution, il peut s'appliquer même en absence de vente». Alors non, je pense que là, pour l'instant, c'est pas très clair. Hem, Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ça veut Comment je vais essayer de résumer ça? En gros, le droit de distribution, contrairement au droit de représentation dont je vous parlais, il est épuisable. Il est limité par l'épuisement des droits, et notamment aussi contrairement, au droit de destination. En gros, l'article est-ce que je voulais noter l'article? Attendez, je vérifie. Heu, Tac. Oui, c'est ça. En gros, la définition que je vous ai donnée du droit de distribution, c'est la définition de l'article L 122-3 du code de la propriété intellectuelle. Et si je devais essayer de résumer de façon simplifiée à quoi correspond le droit de distribution, c'est de dire que le titulaire des droits, une fois la première vente de l'exemplaire matériel autorisée, il ne peut plus s'opposer à des ventes successives au niveau national et européen. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez autorisé la mise sur le marché, vous ne pouvez plus vous opposer à ce que vous avez mis sur le marché soit vendu de façon successive. Mais, et ce que je vous disais, c'est au niveau national et européen, ce qui veut dire que ce droit ne s'applique pas au niveau international. Donc, le titulaire des droits, une fois la première vente de l'exemplaire matériel autorisé, oui, c'est ça. Le titulaire des droits, une fois la première vente de l'exemplaire matériel autorisé, il ne peut plus s'opposer aux ventes successives de ce bien matériel. D'accord? Une fois que c'est sur le commerce, c'est sur le commerce. Pardon, une fois que c'est dans le commerce, c'est dans le commerce. Pour autant, ça n'est vrai qu'au niveau national et européen. C'est-à-dire qu'au niveau international, ça ne s'applique pas. Mais bon, le niveau international, je pense qu'on va pas trop en parler parce que c'est un peu compliqué. Alors déjà que ça, c'est des notions pas faciles si on complexifie encore plus, comment ça marche. Enfin, on complexifie pas, mais si jamais je vous explique les éléments, de droit international, on risque de se perdre rapidement. Donc on va plutôt s'intéresser au cas spécifique du logiciel. Première étape, déjà, il n'y a pas de droit de représentation. On a un droit de reproduction le plus large possible, mais on n'a pas de droit de représentation et en fait, c'est parfaitement logique puisque quand on y réfléchit, la représentation d'un logiciel, ça n'existe pas. Voilà. Alors, le titulaire du droit d'auteur sur le logiciel, donc ce que je vous disais, droit de reproduction le plus large possible. Que ce soit une reproduction provisoire ou permanente, que ce soit la reproduction d'une partie ou de la totalité du logiciel, le droit de reproduction s'applique. La reproduction également, elle peut ne pas être exactement identique. Parce que quand on parle d'un logiciel, c'est possible qu'on reproduise un truc et qu'on le modifie un petit peu pour qu'on se dise: «Ouais, c'est pas la même chose». Ça reste de la contrefaçon au sens du droit du logiciel. Le logiciel, il a également un droit de distribution qui permet au titulaire, donc exactement comme pour le droit d'auteur en général, un droit de distribution qui permet au titulaire d'autoriser la mise sur le marché, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Un droit de distribution qui, comme pour le reste du droit d'auteur, s'épuise par le premier usage pardon, qui en est fait. Avec une petite exception qui est que ce droit de distribution ne s'épuise pas si jamais la mise pour la première location. D'accord? L'épuisement du droit de distribution, il se fait ici sans la nécessité d'un support corporel. La Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 3 juillet 2012, vous explique que la transmission en ligne, donc le fait de le mettre à disposition en ligne pour le télécharger, c'est un équivalent fonctionnel de la remise du support matériel.
Et donc, en fait, à partir du moment où vous mettez quelque chose à disposition en ligne, ou l'auteur d'un logiciel le met à disposition en ligne, on considère qu'il épuise son droit de distribution. Mais ce droit de distribution, alors je termine juste ma phrase et je vous réponds, et cet épuisement, par la voie de l'immatériel, n'est valable que pour le logiciel. Ce n'est pas valable pour les autres œuvres du droit d'auteur en règle générale. Oui, je vous écoute. Oui, c'est ce qu'on appelle un équivalent fonctionnel de la remise du support matériel. Équivalent fonctionnel. Si je devais en gros, comment expliquer ça de façon, enfin, la définition est assez simple, mais c'est une logique, qui, innerve l'intégralité du droit avec l'arrivée du numérique. C'est de dire, le numérique, il y a toujours un équivalent papier et donc plutôt que de devoir refaire absolument tous les trucs, de refaire tout plein de lois, on va dire que, tel acte en ligne, c'est, un équivalent de tel acte dans version papier et c'est pour ça que, par exemple, maintenant, on peut faire des signatures électroniques. On peut signer, de façon électronique et on considère que cette signature-là, elle a la même valeur qu'une signature papier, pour simplifier et donc mise à disposition en ligne, équivalent fonctionnel de la remise du support matériel. Ça veut dire que une fois que c'est en ligne, le droit de distribution s'épuise, mais uniquement pour le logiciel. Alors, ah, vous voyez, je me souvenais pas que je pensais que qu'on en parlerait la semaine prochaine, mais en fait non, on va en parler cette semaine, du cas des hyperliens, ou des hyperliens. Je ne sais pas si on doit faire la liaison ou pas, je dirais que non. Donc on va parler du cas des hyperliens. Hem Sachant que alors petite précision, qui est pas vraiment, sur les hyperliens, mais, au niveau de l'Union européenne, le droit de reproduction, c'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, ce droit de reproduction, on l'appelle droit de communication au public, mais il prend aussi en compte des éléments du droit de représentation puisque, il y a la représentation indirecte qui passe dedans et cette communication au public, elle est également susceptible de s'appliquer aux communications, qui sont faites à travers internet et donc notamment le streaming. Et la question du streaming, elle est un petit peu encore plus compliquée quand, mélangé au streaming, on rajoute la question des hyperliens, qu'on appelle aussi des liens hypertextes et un hyperlien, c'est juste en fait, c'est un lien cliquable, tout simplement. C'est le lien, quand vous cliquez dessus, ça vous emmène sur, une autre page d'internet, ça vous amène sur un contenu à télécharger. En gros, c'est la plupart du temps, c'est un lien qui renvoie l'utilisateur vers une œuvre. Bon, j'espère que ça, c'est clair. Le problème, c'est que, et c'est très drôle, enfin, c'est très drôle, maintenant ça l'est, à l'époque où c'est arrivé, c'était pas drôle du tout. Hem, la question des hyperliens, ça a été une question extrêmement compliquée pendant longtemps, puisque, en fait, pendant 3 ans, il y a eu un, je sais pas comment le dire de façon polie, moi je le dirai pas de façon polie, tant pis. Il y a eu un espèce de bordel monstre au niveau de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, puisque dans une première décision, elle vous disait que, les hyperliens c'était pas soumis au droit d'auteur et puis basta. Et puis dans une deuxième décision, elle vous dit: «Ouais, en fait, si». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 3 ans et pendant les 4 décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne, hem, pendant ces 3 ans, elle a essayé d'établir un système en entier. Mais on n'avait que des brides de système dans chacune des décisions. Et donc pendant 3 ans, la doctrine et même les professionnels du secteur étaient un petit peu perdus dans, ce qui était autorisé ou non en termes de mise à disposition d'hyperliens. Et au bout de ces 3 ans de jurisprudence, on a enfin eu quelque chose de sensé, où il faut distinguer 5 situations différentes. Donc c'est les 5 situations que je vous ai listées. Donc la première, c'est la mise à disposition gratuite d'un lien qui permet d'accéder à une œuvre protégée, qui est librement accessible par internet avec le consentement du titulaire des droits. Donc, mise à disposition gratuite, premier élément. L'œuvre
est déjà librement accessible sur internet et le fait qu'elle soit libre accessible est voulu par l'auteur, puisque c'est avec le consentement du titulaire des droits. Donc auteur ou titulaire des droits, qui n'est pas forcément la même personne. Donc dans cette hypothèse-là, c'est toujours possible. Et cette hypothèse-là renvoie également à une autre hypothèse qui est celle dite du framing, qui permet d'afficher dans une page internet une autre page internet à travers un lien incorporé. Donc ça permet en général d'afficher une page internet d'un autre site, une vidéo, ce genre de choses, sans renvoyer directement au site. Alors deuxième hypothèse, très similaire à la première pardon, mais cette fois-ci, la mise à disposition est payante. C'est donc la mise à disposition payante d'une œuvre librement accessible sur internet, mais avec le consentement de l'auteur. Et on pourrait se dire que, en théorie, si on réfléchit, enfin, ça devrait pas être possible, puisque la personne qui va gagner de l'argent, c'est pas l'auteur, c'est la personne qui met à disposition le lien payant. Et pourtant, on considère que cette solution est toujours licite, malgré cette espèce de captation de la valeur qui se met en place au niveau de la mise à disposition du lien payant. Mais si l'auteur est d'accord, si l'auteur a mis librement en ligne et de façon gratuite, c'est bon. Ensuite, troisième hypothèse, cette fois-ci, c'est celle de la mise à disposition à titre gratuit d'un lien qui permet d'accéder à une œuvre protégée, accessible sur Internet, mais sans le consentement du titulaire des droits. Et là, en fait, on commence à rentrer dans une situation un petit peu compliquée et il y a plusieurs critères qui se mettent en place. Si je devais résumer ces critères, en gros, il faut regarder si la personne qui met le lien à disposition a envie de gagner de l'argent, si enfin a envie, gagne de l'argent ou si le but de cette mise à disposition, c'est de gagner de l'argent ou non. Parce que si jamais il y a une recherche de but lucratif, alors se met en place une présomption. Celle que celui qui met à disposition le lien, alors, le terme de présomption, ça vous parle? Si je vous parle de présomption simple et de présomption irréfragable, ça vous parle ou pas? En droit, on a 2 types de présomptions. Bon, je pense que l'expression présomption, ça normalement, ça devrait aller, mais on a 2 types de présomptions. On a ce qu'on appelle les présomptions simples d'un côté et de l'autre, on a les présomptions irréfragables. Globalement, les présomptions, ce sont des facilités probatoires. Ça veut dire que, on n'a pas besoin de prouver tel élément. Si jamais on a une présomption simple, ça veut dire qu'il est possible de rapporter la preuve contraire. À l'inverse, s'il existe une présomption irréfragable, ça veut dire qu'il est impossible, en fait, c'est même pas il est impossible, c'est qu'il est interdit de rapporter la preuve contraire. Vous pouvez arriver avec tous les éléments de preuve que vous voulez, si jamais la présomption est irréfragable, le juge ne tiendra pas compte de ces éléments de preuve-là et dira présomption irréfragable. Le résultat, c'est ça. Mais alors que la présomption simple, si vous ramenez des éléments de preuve contraire, le juge peut dire ok, pas de présomption, enfin on renverse la présomption. C'est à peu près clair? Ok, super. Donc, en l'espèce, dans le cas des hyperliens, donc de cette mise à disposition sans le consentement du titulaire des droits, on va regarder si la personne qui a mis le lien à disposition a un but lucratif. Si son but, en mettant ce lien à disposition, c'est de gagner de l'argent. Et si jamais il n'a pas connaissance de l'illicéité, on va considérer qu'il n'est pas responsable. En gros, s'il n'y a pas de but, s'il ne recherche pas un but lucratif, on va poser une présomption qu'il n'a pas connaissance de l'illicéité de son comportement. Et à l'inverse, si jamais il y a un but lucratif, on va poser une présomption qu'il a connaissance du caractère illicite. Et ça, c'est une présomption simple. Et donc, il est possible de prouver par tout moyen la connaissance. La présomption d'innocence, c'est une présomption simple. Et on en parlera un petit peu en cours de droit des médias. En fait, la présomption d'innocence, c'est un principe qui est vraiment qui est un petit peu mal compris, j'ai l'impression, de temps en temps. La présomption d'innocence, c'est juste de dire que tant qu'une personne n'a pas été jugée, elle n'est pas coupable.
C'est en fait la seule personne qui peut les seules personnes qui ont la capacité de déclarer quelqu'un coupable, ce sont les juges. Et en fait, cette présomption d'innocence, elle sert principalement dans les médias. C'est-à-dire que quand vous lisez un article de journal, vous n'avez pas le droit d'avoir, quelqu'un qui vous dit, «présumé coupable» ou ce genre de choses. Ça n'existe pas. On n'est jamais présumé coupable d'une infraction. On est présumé innocent jusqu'au moment où le juge le décide. Même si on a 50 000 preuves avant le procès, tant que le juge n'a pas rendu sa décision, en France, on est obligé de considérer la personne comme innocente. Elle est accusée, elle est mise en cause, il y a plein de mots, mais on n'est jamais présumé coupable. Et la présomption d'innocence, c'est nécessairement une présomption simple, parce que si jamais c'était une présomption irréfragable, ça voulait dire que tout le monde serait toujours innocent et qu'on ne pourrait jamais apporter la preuve de la culpabilité de quelqu'un. J'espère que ça répond à votre question. Je vais prendre ça pour un oui. On va répondre. Ah oui, d'accord, bah, voilà, nickel, juste une petite latence. Donc ce que je vous disais, c'est que c'est la présomption posée dans le cas des hyperliens, donc de la connaissance du caractère illicite, est une présomption simple. Ce qui nous amène à la 4e hypothèse, qui est, en fait, les hypothèses 3 et 4 sont globalement les mêmes, c'est juste que la personne là, qui met le lien à disposition, cette fois-ci, le fait dans un but lucratif. Auquel cas, le caractère lucratif fait présumer la connaissance de l'illicéité de l'acte. Mais, et c'est exactement la même logique que pour la situation numéro 3, la connaissance, la présomption, c'est une présomption simple, et donc la personne qu'on accuse peut renverser cette présomption en apportant des éléments de preuve qu'il n'avait pas connaissance de l'illicéité de son acte. Et enfin, la dernière hypothèse, qui en fait est l'hypothèse la plus commune, la plus fréquente, c'est celle de la mise à disposition, avec ou sans but lucratif, d'un lien qui permet d'accéder à une œuvre protégée. Et cette œuvre protégée, elle n'est pas librement accessible sur Internet. Et pourquoi c'est l'hypothèse la plus fréquente? C'est typiquement les hypothèses de téléchargement illégal qu'on voit fleurir depuis, on est en 2021, donc depuis à peu près 20 ans. C'est, le petit téléchargement tranquille de l'épisode de Game of Thrones, de, The Mandalorian, de WandaVision. Enfin bref, tous les trucs que vous regardez en allant les télécharger sur des sites un peu douteux, tout ça, en fait, ça c'est illicite. La mise à disposition de ces liens constitue... What the... OK. Bon, c'est cassé. Très bien, excusez-moi. La mise à disposition de ce lien est toujours un acte illicite. Vous avez à peu près compris les 5 hypothèses ou pas? Alors pour la 3e, donc la 3e, c'est la mise à disposition gratuite, alors attendez, je reviens sur le slide. Donc mise à disposition gratuite d'une œuvre protégée, librement accessible, mais sans le consentement du titulaire des droits. Alors, globalement, on pourrait dire, vous avez un site internet, vous mettez, je sais pas, vous faites des dessins, voilà, imaginons que vous faites des dessins, vous mettez vos super dessins sur votre site internet. Votre site internet, il est librement accessible, d'accord? Moi, je me dis: «Tiens, son site, il fait, pas mal de vues, je vais prendre un lien, je vais mettre un lien de son sur mon site, où il y a plein de pubs et du coup, moi, je me fais plein de thunes dessus». Ou enfin, ça, c'est les hypothèses 3 et 4, en fait. Je vais prendre un lien et en fait, le lien, ça sera du framing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir le contenu de votre site directement sur le mien. En théorie, vous êtes titulaire des droits d'auteur. S'il n'y avait pas cette hypothèse-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que votre œuvre, elle est librement accessible sur Internet, puisqu'elle est accessible sur votre site Internet, c'est pas protégé par des mots de passe. L'accès à votre site, il est gratuit. Et on pourrait se dire, c'est le même public, globalement, c'est le même public qui va sur votre site et qui va aller sur le mien. Le public qu'on entend comme tous les gens qui vont sur Internet. Et donc, vous ne pourriez pas, sans ces hypothèses-là, m'empêcher de mettre votre contenu en ligne sur mon site, puisque vous le mettez en ligne gratuitement sur le vôtre. Ce qui se passe dans les hypothèses 3 et 4, c'est que si jamais je prends un lien qui m'amène vers votre contenu, mais que votre contenu est du coup visible sur mon site, si jamais moi,
je gagne de l'argent grâce à ça, si jamais il y a un but lucratif, c'est ça, on va poser une présomption que j'ai connaissance que ce que je fais est illicite et donc on va pouvoir me sanctionner. Mais si jamais il n'y a pas de but lucratif, on va poser une présomption inverse qui est l'absence de connaissance du caractère illicite et donc ce sera à vous de prouver que que je savais que ce que je faisais était illicite. J'espère que c'est clair pour tout le monde, puisque, on en a terminé sur les droits patrimoniaux et on va passer désormais aux droits moraux. Le droit moral de l'auteur ou les droits moraux de l'auteur en fonction de si vous préférez la version singulier ou la version plurielle, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une construction jurisprudentielle. C'est-à-dire que c'est les juges qui pendant à peu près, 150 ans, oui, c'est ça. Pendant à peu près 150 ans, on crée, à travers leurs décisions, un droit moral de l'auteur qui permet de protéger la personnalité de l'auteur dans son œuvre. La logique du droit moral, c'est de dire, puisque l'œuvre de l'esprit, c'est une création originale, que l'originalité, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur, qui a donc une trace de la personnalité de l'auteur dans son œuvre, c'est ça qu'on va protéger. Et donc le droit moral, il s'oppose au droit patrimonial car il n'est pas lié à l'argent, il est lié à la protection de la personnalité de l'auteur. Et cette construction-là, française, elle s'est étendue dans le monde entier à travers l'article 6 bis de la Convention de Berne. Et en France, le droit moral, il est constitué de 4 prérogatives. Sauf que dans les pays de copyright, où ils sont pas très fans du droit moral, mais qui sont malgré tout signataires de la Convention de Berne, pour essayer de trouver un équilibre, la Convention de Berne n'impose que 2 prérogatives, qui sont, et on les verra, on les définira un peu plus tard, le droit à la paternité et le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. De son côté, le droit français, lui, il a donc ces 2 prérogatives, paternité, respect de l'intégrité de l'œuvre, mais en plus de ça, le droit de retrait et repentir et le droit de divulgation. Je vous ai noté sur le PowerPoint les critères, les différents caractères généraux des droits moraux. Donc ces caractères, ils sont énoncés à l'article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle. Et en gros, il est attaché à la personne de l'auteur. Vous pouvez répéter les prérogatives en France. Vous inquiétez pas, c'est sur le slide d'après, on va y revenir. Ils sont là. Mais c'est juste, ce qu'il faut retenir, c'est pas qu'en France, c'est pas ceux qui, enfin, à ce moment-là, vu qu'on va les voir après, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que la Convention de Berne, donc avec tous les États signataires dans le monde, il y en a que 2, qui sont le droit à la paternité et le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. Du coup, je me suis perdu. Oui, donc, des caractères généraux du droit moral, prévus à l'article L 121-1, qui vous dit qu'il est attaché à la personne de l'auteur, perpétuel, imprescriptible et inaliénable. Alors, la question de la perpétuité du droit moral, c'est une question qui est encore un petit peu débattue, puisque contrairement aux droits patrimoniaux, qu'on a vu tout à l'heure, qui eux disparaissent 70 ans après la mort de l'auteur, en théorie, même une fois que l'œuvre est tombée dans le domaine public, le droit moral continue d'exister. On cherche à protéger la personnalité de l'auteur ad vitam aeternam, entre guillemets, même si la personne est morte. Mais en pratique, c'est extrêmement compliqué de savoir si telle utilisation ou telle utilisation constitue une atteinte au droit moral de l'auteur, puisque il faut connaître et il faut prouver que tel auteur, vu sa personnalité, il aurait ou il n'aurait pas accepté qu'on utilise son œuvre de telle façon, puisque ça porte atteinte à sa vision du monde ou ce genre de choses. Donc en fait, en pratique, c'est quelque chose qui s'étiole à travers les années jusqu'à la plupart du temps, en fait, disparaître, passer, plus de 100 ans. Et en fait, il y avait, un des éléments qui a mis ça en exergue, c'est l'affaire de la suite des Misérables, puisque les héritiers de Victor Hugo, dans cette affaire-là, ont mis en avant le droit moral dont ils sont titulaires et ils cherchaient à montrer qu'il y avait une atteinte au respect de l'intégrité de l'œuvre, puisque dans la suite des Misérables, il y avait des personnages qui revenaient d'entre les morts. Enfin bref, on était très loin du concept de base des Misérables et ils disaient: «Mais attendez, ça c'est cracher à la gueule de Victor Hugo, il va se retourner dans sa tombe, c'est dégueulasse, donc on met en œuvre le droit moral
post-mortem. Et la Cour de cassation, dans cette affaire-là, en 2007, met en place plutôt un principe inversé. Elle vous dit, on va faire prévaloir, dans ce genre d'hypothèse, on va faire prévaloir la liberté de création et on vérifiera après, au cas par cas, s'il y a respect ou non du droit moral. Bref, retenez juste que, en principe, le droit moral est perpétuel, donc il est censé survivre, même passer l'extinction du droit patrimonial. Ensuite, il est inaliénable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est impossible de le céder. On ne peut pas y renoncer définitivement et toute convention, tout contrat où vous signez en disant: «Oui, oui, je renonce à mon droit moral», tout contrat comme ça est nul. Enfin non, mais ensuite, il est imprescriptible. Ça veut dire, contrairement en fait à certains biens matériels, vous ne pouvez pas acquérir le droit moral d'un auteur par un usage prolongé. Vous savez, il y a alors je ne sais pas si vous le savez, mais en gros, concernant certains biens matériels, si jamais vous possédez un truc pendant, X années, au bout de ces X années, vous devenez automatiquement propriétaire. Ce qu'on appelle la prescription acquisitive, de 30 ans d'ailleurs, je crois, mais je suis plus très à jour là-dessus. Bref, cette prescription acquisitive, elle ne marche pas pour le droit moral puisqu'il est imprescriptible. On ne peut pas, oui c'est ça, il est imprescriptible. On ne peut pas le gagner par un usage prolongé et on ne peut pas non plus le perdre par un non-usage prolongé, quoi qu'il arrive. Enfin, et ça je ne l'ai pas noté, parce qu'il n'est pas prévu dans les conditions de l'article, mais il est incessible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'une œuvre n'est pas divulguée, on ne peut pas saisir l'œuvre. Si jamais vous êtes, super endetté, que vous avez des huissiers qui sonnent à votre porte, ce que je ne souhaite à personne, heu, si jamais ils veulent saisir une œuvre qui n'a pas encore été divulguée au public, puisque le droit moral est incessible, on ne peut pas saisir l'œuvre tant qu'elle n'a pas encore été divulguée au public. Ensuite, il est d'ordre public. Alors l'ordre public, ça veut dire qu'on ne peut pas y porter atteinte par voie contractuelle, tout simplement parce que alors est-ce que vous êtes un peu familier avec la hiérarchie des normes? Parce que globalement, ordre public, ça veut dire qu'il a une valeur, légale. Or le contrat, c'est une valeur infralégale et donc on ne peut pas aller à l'inverse de cet élément, par la voie du contrat. Mais on reviendra sur la hiérarchie des normes un peu plus tard. Retenez juste qu'il est d'ordre public et donc on ne peut pas, par la voie du contrat, porter atteinte au droit moral de l'auteur. Alors, est-ce que jusque là, c'est à peu près clair? Yes? OK. Alors, le dernier élément, c'est un élément un petit peu plus compliqué à comprendre parce qu'on vous dit que, le droit moral, c'est un droit qui est absolu et en fait, il y a une distinction à établir entre un droit discrétionnaire et un droit absolu. Un droit discrétionnaire, c'est un droit qu'on peut utiliser autant de fois qu'on veut sans qu'il soit jamais susceptible d'abus et un droit qui est pas susceptible d'abus, ça veut dire que vous pouvez casser les pieds à absolument tout le monde et que vous n'aurez jamais aucun problème là-dessus. Alors qu'un droit, absolu, c'est juste un droit qui est opposable à tous. On parle de droit, en latin opposable erga omnes. Alors bon, retenez juste opposable à tous, heu et le droit moral n'est pas un droit discrétionnaire, c'est-à-dire que le droit moral est susceptible d'abus. Dans un arrêt de 1984, la Cour de cassation, donc l'arrêt s'appelle l'arrêt Magdalena, elle vous dit que le droit moral est discrétionnaire, c'est pour ça qu'il faut que je le oui, c'est pour ça que je vous fais une distinction entre les 2. En 1984, la Cour de cassation, elle vous dit: «Arrêt Magdalena, droit moral discrétionnaire, pas susceptible d'abus» et puis finalement, ils se sont rendus compte que c'était pas forcément une bonne idée de considérer le droit moral comme un droit discrétionnaire, parce qu'il y avait nécessairement, des titulaires des droits et des auteurs mal intentionnés qui allaient essayer de faire chier le monde et donc en 1991, changement de perspective, retournement de veste, fantastique et elle vous dit: «Non, non, 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 finalement, le juge peut contrôler les motifs et il y a une possibilité d'abus du droit moral de l'auteur» et donc on n'est pas dans un droit discrétionnaire, mais dans un droit absolu. Il est certes opposable à tous, mais
il est susceptible d'abus. Opposable à tous, ça veut dire que vous pouvez aller voir n'importe qui, et lui dire: «Mais ce que tu fais, c'est contraire à mon droit d'auteur». Comme le droit de propriété. Le droit de propriété, il est opposable à tous. En fait, il y a certains droits qui ne sont opposables qu'à des personnes spécifiques. Typiquement, dans ce qu'on va voir nous, il y a un truc qu'on appelle, le droit voisin des éditeurs de presse, qui en fait est un droit qui appartient aux éditeurs de presse en ligne, type Le Monde, mais ils ne peuvent faire valoir ce droit que aux fournisseurs de services numériques. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller vous voir vous en vous disant: «Oui, mais j'ai mon droit des éditeurs de presse». Tant que vous n'êtes pas un fournisseur de services numériques, ça ne vous concerne pas. Est-ce que j'ai d'autres, en fait, il y a plein de droits spécifiques qui sont, attendez, je vais essayer de trouver un exemple qui est facile à comprendre. Enfin, je sais pas si là, c'est clair ce que je vous dis ou pas, mais, je vais essayer de vous trouver un autre exemple. Hem, je vous avoue que là, comme ça, de tête, des exemples, j'en ai pas beaucoup. On va dire, en fait, tout simplement, imaginons, heu voilà, ouais, si, ouais, on va essayer de simplifier ça comme ça. Imaginez, vous avez des droits qui vous lient, à l'administration. Par exemple, vous avez le droit, au chômage ou un truc comme ça. Ce droit-là, c'est un droit que vous ne pouvez opposer qu'à l'administration. Vous ne pouvez pas aller voir votre voisin de palier en disant: «J'ai droit au chômage, paye-moi frère», parce que lui, il en a rien à foutre et donc c'est un droit qui n'est opposable qu'à l'administration. Comprenez? Alors que le droit d'auteur, c'est un droit qui est opposable à tous. Toute personne qui est susceptible qui contrevient à votre droit d'auteur est susceptible d'être sanctionnée par votre prérogative. Vous pouvez aller voir votre voisin si jamais il fait des copies de votre dessin et lui dire: «Vous arrêtez». C'est à peu près clair comme ça? Alors, on va passer aux différents droits moraux ou aux différentes composantes du droit moral en fonction de comment on voit les choses. Le premier, c'est le droit de divulgation. Alors le droit de divulgation, c'est quoi? Vous pouvez répéter les ah oui, non, pardon, excusez-moi, la question a déjà été posée. Donc voilà les 4 prérogatives en France. La première, le droit de divulgation, c'est la faculté pour l'auteur de décider du moment ainsi que de l'opportunité de la première communication au public de son œuvre. Ça, c'est du droit moral. Si jamais vous n'avez jamais envie que votre œuvre soit communiquée au public, si vous avez extrêmement honte, de ce dessin que vous avez fait quand vous étiez en quatrième, eh bien sachez que rien ni personne ne peut vous obliger à diffuser, à communiquer au public cette création. Oui, bien sûr. Le droit de divulgation, c'est la faculté pour l'auteur de décider du moment et de l'opportunité de la communication de son œuvre aux tiers. Autrement dit, quand on lit l'article L 121-2, on peut lire: «L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre». Ensuite, on a le droit de retrait et de repentir. Alors, le droit de retrait et de repentir, ce sont 2 prérogatives distinctes, mais qui sont le plus souvent, associées et qui sont dans la pratique quasiment jamais appliquées. En gros, ce droit de retrait et de repentir, c'est la possibilité offerte à l'auteur de retirer ou de remanier son œuvre et en fait d'empêcher de faire sortir son œuvre de la circulation si jamais elle ne répond plus à ses exigences créatives. Autrement dit, si jamais vous considérez que cette œuvre-là n'est plus bien, ne correspond pas à ce que vous voulez, transmettre, ne correspond plus à votre personnalité, vous pouvez la récupérer. Et là, normalement, vous dites: «Bah, c'est quand même, c'est vénère, c'est super vénère comme prérogative» et pourquoi c'est pas appliqué? Bah, parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était quand même une prérogative extrêmement puissante, que, elle vu qu'elle fonctionne dans les hypothèses de cession de droit, le cessionnaire, c'est-à-dire celui qui achète les droits de l'œuvre, si jamais on lui fait valoir son droit moral, et qu'il a plus son œuvre et il a plus rien, il a plus d'argent et il a plus son œuvre, c'est un peu injuste. Donc ce qui se passe, c'est que le droit de retrait et de repentir, cette possibilité de faire sortir une œuvre du commerce parce qu'elle ne correspond plus à notre personnalité, elle ne peut s'effectuer qu'en échange d'une indemnisation du cessionnaire. Et du coup, à partir du moment où l'auteur doit payer, il y a déjà beaucoup moins d'auteurs qui ont envie de retirer leur œuvre du commerce, ce qui se tient.
Ensuite, on va parler du droit au respect. Alors le droit au respect, on peut mettre ensemble les 2 prérogatives qui sont le droit à la paternité et le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. Puisque le droit à la paternité, c'est un droit, bon, déjà c'est un droit composite. Ça veut dire qu'il y a plusieurs petits éléments dans ce droit à la paternité, puisque, ça peut être à la fois le droit de demander la paternité, ça veut dire de quand on utilise votre œuvre, de demander à ce que votre nom apparaisse, mais c'est également, à l'inverse, le droit de préférer l'anonymat ou le pseudonymat. Et donc, c'est soit je veux que mon nom apparaisse, que mes titres apparaissent, que mes qualités apparaissent, bref, qu'on sache que c'est moi qui ai fait ça, ou à l'inverse, je préfère que cette œuvre soit anonyme ou que cette œuvre soit pseudonyme, hein, soit publiée sous un pseudonyme plutôt que mon vrai nom. Et enfin, deuxième élément du droit au respect, c'est le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, qui est quand même qui est certainement d'ailleurs l'application la plus sollicitée devant le juge. C'est celle en fait qui recouvre les hypothèses où un tiers porte atteinte à la création originale d'un auteur. En gros, il l'utilise, il la modifie, il transforme l'œuvre sans le consentement de l'auteur, ou parfois avec. Enfin, on vous dit: «Ouais, je vais peut-être un peu toucher ton œuvre», ouais, l'auteur dit: «OK», et en fait, il se rend pas compte que la modification apportée dénature trop, selon l'auteur, la création originelle. Et donc, ce droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, c'est d'empêcher, d'interdire la diffusion de son œuvre modifiée, dénaturée, transformée. Est-ce que c'est clair? Est-ce que là, les 4 prérogatives, ça vous paraît à peu près clair? Oui, j'en ai plein. Alors je vais essayer de trouver des trucs pas trop trash. Je vous avoue que en fait, j'ai plein d'exemples, mais la plupart de mes exemples sont quand même pas super, comment dire ça? Ils sont pas super cool. Mais globalement, on va dire, le fait de, reprendre une chanson, dont les paroles, je sais pas, aideraient à lutter contre le racisme par un groupe qui est éminemment raciste, et donc d'en modifier les paroles pour en changer complètement le sens, c'est une atteinte au droit moral de l'auteur, c'est une atteinte au respect à l'intégrité de l'œuvre. Pareil, alors un des ah, j'ai un exemple qui alors je sais pas si ça va vous parler parce que c'est un peu, ça parlerait peut-être pas à tout le monde, mais est-ce que vous voyez ce qu'est, un mème qui s'appelle Pépé the Frog? Yes, je vois des oui. Alors attendez, je vais faire un truc, je vais vous le pour ceux qui voient pas ce que c'est, voilà, normalement si je fais ça là, vous voyez mon Pépé, vous voyez ce qu'est Pépé the Frog, donc normalement à peu près tout le monde a dû en théorie voir ce truc-là, au moins une fois. Et le problème de Pépé the Frog, c'est qu'à la base c'était un truc, tout gentil, mais et je crois que j'ai perdu mon non, j'ai encore perdu mon PowerPoint. Ah, je suis vraiment je suis le pire, c'est pas vrai. Tu vois, je sens que ça va plus marcher. Hem, c'est pas grave. En gros, Pépé the Frog, il a été réutilisé, réapproprié, dénaturé, heu, par des mecs sur internet qui étaient un petit peu d'extrême droite. Un petit peu, beaucoup même d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis un petit peu. En gros, c'est un mème qui est désormais associé à l'extrême droite. Et en fait, ça, c'est complètement de la dénaturation de l'œuvre primaire. Comprenez? C'est l'utilisation d'une œuvre dans un but qui est contraire à celui prévu par l'auteur. Alors je enfin, en fait, si vous connaissez pas du tout Pépé the Frog et l'histoire de Pépé the Frog, vous pou c'est pas forcément un exemple qui va vous parler beaucoup. Mais, si, OK, c'est bon? Bon, bah, si c'est bon, nickel. Par contre, j'aimerais bien récupérer, j'aimerais bien récupérer mon PowerPoint. Ouais, voilà, normalement, on en était là. Non, on en était encore à celui d'après. Voilà, on en était là. Alors, donc, dernier élément concernant le droit moral. Attendez, je vais quitter ma fenêtre Pépé the Frog parce que c'est quand même super déprimant. Voilà. Donc on en a plus ou moins terminé avec, le droit moral. 2 petites précisions, ce que je vous disais, c'est que le droit moral, en théorie, il survit, il est perpétuel. Pour autant, c'est pas le cas dans tous les pays. La convention de Berne,
elle n'impose pas cette obligation et elle admet que les États puissent avoir la faculté de prévoir que certains droits moraux ne survivent pas à la mort de l'auteur. Puisque, en fait, c'est parfaitement logique, tous les États, de toute manière, n'ont pas une conception personnaliste, du travail, intellectuel. Les systèmes de copyright n'ont pas du tout une approche personnaliste et donc n'ont pas de raison de chercher à protéger la personnalité d'un auteur, puisque pour eux, c'est pas du tout ça la définition d'une œuvre protégeable par le droit d'auteur. Enfin, c'est pas la définition, c'est plutôt le fondement de la protection par le droit d'auteur. Dernière précision concernant le droit moral et concernant le logiciel, eh bien, le logiciel n'a pas de droit moral. Tout simplement parce que, et ça on l'avait vu la semaine dernière, la définition de l'originalité en matière de logiciel est une définition objective, c'est l'apport intellectuel de l'auteur, et vu qu'il n'y a pas d'approche personnaliste du logiciel, il n'y a pas de raison de protéger la personnalité de l'auteur. Alors, maintenant qu'on a vu les différents droits, on va voir comment ils fonctionnent, comment ils sont appliqués en fonction des différentes situations. Et c'est ce que je vous disais dès le début du cours, on a 3 situations principales différentes. La première, c'est un peu un cas d'école, c'est l'auteur autonome, c'est l'auteur tout seul chez lui qui fait sa musique, qui fait ses films, enfin ses films c'est compliqué de faire des films tout seul, mais ça marche quand même, sa musique, ses dessins, ce genre de choses, son bouquin. On a l'auteur subordonné, donc celui qui travaille, donc que ce soit en tant que salarié ou en tant que prestataire de service. Et enfin, on a les hypothèses où il y a plusieurs auteurs. Donc pour rappel, hein, évidemment, l'auteur, c'est une personne physique. Cette qualité d'auteur, elle est d'ordre public, ce qui signifie qu'on ne peut pas renoncer à la qualité d'auteur par le biais d'un contrat. Donc ça a été rappelé par la Cour de cassation, hein. Le fait qu'on ne peut pas renoncer à sa qualité d'auteur par le biais d'un contrat, ça a été rappelé dans un arrêt rendu, en attendez, je regarde, c'est 2014, mais je me souviens plus du jour. Ouais, 15 octobre 2014. Donc 15 octobre 2014, la Cour de cassation vous rappelle que enfin rappelle à tout le monde, pardon, la Cour de cassation rappelle qu'on ne peut pas perdre sa qualité d'auteur par la voie du contrat. Au-delà de ça, concernant l'auteur, et ça c'est pareil, on l'a vu la semaine dernière, mais je vous le rappelle, la Convention de Berne, plus spécifiquement l'article 5 de la Convention de Berne, vous rappelle, ça fait 2 fois que je fais l'erreur, que l'auteur qui vient d'un pays étranger doit être protégé exactement de la même façon que l'auteur du pays où il demande la protection. Ensuite, un petit élément de précision, mais il me semble que alors attendez, il me semble que je vous l'avais expliqué la semaine dernière, non? Le fait qu'une personne morale ne pouvait pas être auteur. Est-ce que, ouais, on est Oui. d'accord, ouais, je vous l'avais bien expliqué la semaine dernière. D'accord. Mais c'est pas parce qu'elle ne peut pas être, auteure, qu'elle ne peut pas être première titulaire des droits. Et il y a notamment, dans les cas de multiplicité d'auteurs, des hypothèses où une personne morale va être titulaire, primo-titulaire des droits, mais ne sera pas auteur. Alors, on va maintenant s'intéresser, non, OK, j'ai pas fait de slide pour ça, c'est pas grave. On va s'intéresser au principe de la cession de droit et avec la cession de droit, les hypothèses de la licence. Globalement, la cession de droit, c'est ce qu'on appelle un contrat translatif de propriété. L'auteur perd la titularité des droits, les transmet à la personne avec qui il signe un contrat, pardon. Cession de droit, contrat translatif de propriété, l'auteur n'est plus titulaire des droits patrimoniaux. Et la personne qui signe, qui récupère, on appelle ça un cessionnaire de droit. Dans un contrat de cession de droit, on a un cédant et un cessionnaire. Alors que la licence, elle n'est pas translative de propriété. Ça veut dire que c'est une autorisation d'utilisation ou d'exploitation de l'œuvre, c'est juste une autorisation d'utilisation ou d'exploitation de l'œuvre, et elle peut être à titre exclusif ou non. En gros, si vous cédez vos droits, vous cédez tout et vous pouvez plus rien faire, alors que si jamais vous faites des contrats de licence, vous pouvez autoriser plusieurs personnes différentes à utiliser votre œuvre.
Alors, comment je vais essayer d'expliquer ça? En droit, on a tout un pan du droit qui s'appelle le droit des contrats. Voilà, et c'est ce qu'on appelle le droit commun des contrats, c'est-à-dire que ce sont des dispositions qui vont s'appliquer à tous les contrats. Absolument, tous les contrats, et on a des éléments plus spécifiques de contrats parce que, bah, telle branche du droit va nécessiter d'avoir des spécificités, dans la signature du contrat, et ce qui se passe, en gros, on a un adage en droit qui veut que le spécial déroge au principal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, notamment en droit d'auteur, on a des dispositions spécifiques en termes de contrat de cession de droits d'auteur. Ce sont des dispositions spécifiques qui vont chercher à protéger l'auteur, qui, contre généralement un cessionnaire qui, a plein d'argent, qui est beaucoup plus fort économiquement que lui. Donc on se dit que c'est bien de le protéger, et donc dans ces hypothèses-là, on va appliquer le droit spécial du droit d'auteur. Mais les principes fondamentaux du droit des contrats vont continuer à s'appliquer. En gros, tant qu'il n'y a pas de disposition spéciale qui va dans le sens contraire d'une disposition du droit général, on va appliquer le droit général. Et dès qu'il y a une disposition spéciale plus protectrice ou moins protectrice, en fait, hein, ça dépend comment on voit les choses, mais dès qu'il y a une disposition spéciale, on appliquera la disposition spéciale. Est-ce que ce que je viens de vous expliquer, c'est à peu près clair? Ok. Et pourquoi c'est important? Bah, c'est important parce que dans les dispositions de droit commun du droit des contrats, on a ce qu'on appelle les vices du consentement, et ces vices du consentement, ils sont complètement susceptibles de s'appliquer. Alors les vices du consentement, il y en a 3. C'est l'erreur, le dol et la violence. Alors est-ce que ce sont des... Non, vous n'avez jamais fait de droit. Enfin si, vous avez fait du droit, mais ça m'étonnerait que vous ayez vu ces 3 éléments. Alors, je vais essayer de vous les expliquer. Ça, c'est pareil, c'est un truc, ça prend un peu de temps quand on étudie le droit, donc je vais essayer de résumer ça de façon le plus simple possible. En gros, le vice du consentement, faut partir du principe que le consentement, quand vous consentez à quelque chose, il faut que ce consentement soit libre et éclairé. Libre et éclairé, ça veut dire que personne ne vous a forcé à être d'accord, à consentir, et en plus de ça, ça veut dire que vous aviez une pleine connaissance de tous les éléments du contrat. Libre, pas de violence, c'est ce qu'on appelle le vice du consentement, c'est la violence, et éclairé, ça renvoie à l'erreur et au dol. L'erreur, quand il y a une erreur au sens du vice du consentement, ça veut dire qu'on pensait que quelque chose était dans le contrat alors que ce n'est pas le cas. Ça, c'est une erreur. Et le dol, c'est quand l'autre personne vous a fait croire qu'il y avait quelque chose dans le contrat alors que ce n'est pas le cas. Donc en fait, l'erreur et le dol renvoient à des notions qui sont très similaires, c'est juste qu'il y en a une, l'erreur c'est je me suis trompé, et le dol c'est l'autre personne m'a menti et du coup je me suis trompé. Et en fait, ces 3 vices du consentement permettent d'obtenir ce qu'on appelle la nullité du contrat. Et la nullité du contrat, c'est ce... Alors, comment je vais essayer de résumer ça? C'est quelque chose qui permet d'obtenir l'annulation rétroactive du contrat. Alors là, comme ça commence à paraître un peu compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où il y a un vice du consentement, et donc on peut obtenir l'annulation rétroactive, erreur, dol. Alors le dol, ça s'écrit D-O-L, comme ça. C'est erreur, dol et violence. Donc, erreur, dol et violence. Merci. Donc, l'annulation rétroactive du contrat, ça veut dire que vous pouvez faire comme si le contrat n'avait jamais existé. Vous savez, il y a 2 types principaux, on va dire, de fin de contrat. C'est, soit vous demandez à ce que ce soit la fin du contrat, par exemple, prenons un exemple tout bête. Quand vous vous mariez, la fin du contrat, c'est le divorce. Mais au moment du divorce, on va bien considérer qu'il y a eu 20 ans de mariage, et donc on va prendre ça en compte dans la répartition des biens au moment du divorce. Mais si jamais vous mettez en place une hypothèse de nullité rétroactive, on va considérer que le mariage n'a jamais existé. Et on va mettre en place une espèce de fiction juridique qui va faire comme si ça n'avait jamais existé. Et donc, on va repartir à une situation 5 minutes restantes dans votre réunion planifiée. Ah oui, effectivement. Et
on va faire comme si ça n'avait jamais existé. Et on va remettre en fait les choses comme elles étaient avant la signature du contrat. Et donc ces éléments-là, erreur, violence et dol, ces vices du consentement, sont applicables au contrat de droit d'auteur. Autre élément, donc ça c'est le droit général, autre élément qui vont servir à protéger l'auteur, et c'est une logique qui innerve l'intégralité de l'auteur puisque, c'est encore une fois, je me répète, mais faut que en fait, si ça rentre, c'est déjà bien. On a en France une conception personnaliste du droit d'auteur et cette conception-là, elle irradie vraiment partout, y compris dans la session de droit, avec un principe qu'on appelle, une interprétation in favorem auctoris. Alors je suis désolé, c'est du latin, je vais vous l'écrire au besoin, voilà. Je sais même pas si je vous l'ai pas mis là. Mais si, voilà. Je sais pas pourquoi je suis pas passé à la slide d'après. Voilà, pas besoin de l'écrire du coup. Oups. Non, c'est bon. J'ai failli quitter maladroitement le cours. Donc on a ce qu'on appelle une interprétation in favorem auctoris. Cette interprétation, ça veut dire tout simplement que dès qu'on a un doute sur l'interprétation d'une clause d'un contrat, on doit toujours interpréter cette clause dans le sens le plus favorable à l'auteur. Alors, je précise, mais c'est si on a un doute. Parce que si jamais les stipulations contractuelles sont claires, alors le juge ne doit pas dénaturer les clauses. C'est à peu près clair jusque-là? OK, il y a aucun problème. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais dans un contrat de cession de droit, on a un doute sur le sens d'une stipulation contractuelle, alors le juge devra toujours interpréter cette clause dans le sens le plus favorable à l'auteur. Et du coup, c'est ce que j'essayais d'expliquer après, c'est que si les stipulations contractuelles sont claires, on ne va pas. Vous pouvez répéter le principe de primo-titularité? Ah oui, bien sûr. Mais en fait, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, quand je vous parlais de personnes morales. Je termine juste mon explication sur l'interprétation in favorem auctoris et après je reviens sur le principe de primo-titularité. Mais donc l'interprétation in favorem auctoris, on ne l'applique pas si jamais les clauses sont claires. Le juge n'a pas à dénaturer le sens du contrat pour aller dans un sens plus favorable à l'auteur. Et cette interprétation in favorem auctoris, puisqu'elle est justifiée par le caractère personnaliste du droit d'auteur et la volonté de protéger l'auteur, on comprend que dès lors que, alors faut imaginer une chaîne, vous avez un auteur qui vend ses droits à un premier cessionnaire, donc dans ce contrat-là, on applique l'interprétation in favorem auctoris, mais si jamais le premier cessionnaire vend les droits à un deuxième cessionnaire, là, on n'appliquera pas l'interprétation in favorem auctoris, et ni même toutes les dispositions qui cherchent à protéger l'auteur. Pourquoi? Parce que le cessionnaire des droits n'est pas l'auteur, et donc on n'a aucune raison de chercher à le protéger lui. Et donc ce principe-là, c'est un arrêt du 13 octobre 1993, c'est l'arrêt Perrier qui vous explique ça. Donc je répète, hein, les dispositions dans une chaîne de contrats où en gros vous avez un auteur qui vend à un premier cessionnaire et ensuite le cessionnaire qui vend à un autre cessionnaire, dans le deuxième contrat entre premier cessionnaire et deuxième cessionnaire, on n'applique pas les dispositions protectrices du droit d'auteur. Ça, c'est l'arrêt Perrier du 13 octobre 1993. Et donc je reviens sur le principe de la primotitularité, parce que ça fait peur comme ça, mais en vrai c'est tout simple. La primotitularité, c'est quoi? Ça veut dire que l'auteur est le premier titulaire des droits dans quasiment toute la totalité des cas. En gros, c'est une espèce d'équation avec trois trucs. C'est l'auteur, c'est le créateur. Donc le créateur d'une œuvre, c'est l'auteur, et c'est le premier titulaire des droits. C'est ça le principe de primotitularité. Auteur égale créateur égale premier titulaire des droits. Et donc, j'ai répondu à votre question. Il est exactement 15h30. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vais noter qu'on s'est arrêté à l'arrêt Perrier. Voilà.
Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et un très bon week-end. Je vous dis à vendredi prochain et évidemment, ceux qui ont des questions, là tout de suite, je reste comme la semaine dernière, une dizaine de minutes pour ceux qui voudraient me poser des questions. Sinon, à la semaine prochaine. Voilà, au revoir. Alors ça, c'est pas spécialement compliqué, c'est juste, la l'utilisation d'un pseudonyme, elle ne vaut que pour la diffusion au public, mais lors de la cession de droits, ou des contrats de licence, les contrats, ils sont à son nom, à son vrai nom. C'est juste que le public n'a pas accès à cette information-là, enfin la plupart du temps, mais les personnes avec qui ils signent des contrats, si.